Bienvenue dans Les Clés du Succès, le podcast des indépendants. Je suis Maureen Beillard, spécialiste en communication et marketing depuis 2012, passionnée par le développement personnel, l'entrepreneuriat et le business digital. Chaque mardi, je partage avec vous des témoignages inspirants de professionnels qui ont réussi et des stratégies concrètes pour vous guider dans cet incroyable voyage vers le succès. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Clés du Succès, le podcast pour les indépendants qui veulent développer leur visibilité et leur clientèle. On se retrouve aujourd'hui avec mon invité du jour, André Lavigne, qui est coach, conférencier, auteur du livre Démystifier et maîtriser la vente. Vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui dans cet épisode de pépites, de conseils concrets pour pouvoir vous aider à augmenter vos ventes, votre chiffre d'affaires. Alors soyez bien attentifs, restez bien jusqu'à la fin puisque vous allez avoir des pépites très concrètes dans cet épisode. Bonjour André, merci d'avoir accepté Bonjour. de te joindre à cet épisode aujourd'hui avec moi. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. André, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, peut-être pour commencer, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Quel était ton parcours? D'abord, il faut comprendre que mon entreprise va fêter ses 25 ans cette année. Donc, avec 25 ans d'existence, c'est un peu normal que ça vienne avec une barbe un peu blanche. Mais le parcours a débuté bien avant. Je suis sorti de l'école comme technologue, travaillant en haute technologie. Mais je détestais ça. Ce que j'aimais, d'être en relation, d'aider les gens. Alors, une opportunité s'est ouverte au début de l'ère de la micro-informatique, début de IBM PC, début du Mac, d'Apple. Et, euh, et la première chose que j'ai essayé de comprendre, c'est à quoi ça sert, comment ça peut aider les gens. Alors, j'ai commencé avec ça. J'ai commencé très, très tôt. Dans la première année, j'ai fait mon premier million en vente, juste en réalisant à quel point ça pouvait aider les gens, et en parlant de leurs soucis, en parlant de leurs défis, en leur parlant de leurs désirs d'améliorer leur situation, puis surtout en mettant en ligne les impacts. Et ça, tu parles de pépites, ça, c'est une pépite pour se sentir bien à faire ce qu'on fait, pour sentir qu'il y a une raison d'être de ce qu'on fait. Ben, je pense passer par vouloir aider les gens. Alors, j'ai travaillé dans la grande entreprise, j'ai démarré mes startups, j'ai été vice-président en vente à temps partagé. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de plus former les gens, de plus les accompagner pour leur montrer comment plutôt que le faire. Alors, j'ai changé mon titre pour m'appeler, au lieu d'un consultant, je suis un orchestrateur de résultats pour aider les gens à avancer. Alors, c'est un peu le parcours de prendre ce qui est fantastique dans la grande entreprise, qui est toute la recherche, la psychologie appliquée et les processus et les intégrer pour la petite entreprise. Donc, j'aide soit en démarrage qui sont de zéro pour atteindre leur premier million, soit des entreprises autour de 5 millions qui commencent à avoir le besoin de se structurer pour être capable d'avoir une expansion. Fait que c'est ce que je fais, c'est un peu mon parcours, si tu veux, avec plein de défis, mais plein d'erreurs, plein d'apprentissages. Tu sais Maureen, on apprend beaucoup plus, je pense, de ses erreurs Ouais. qu'on apprend de ses succès. Alors, on apprend à évaluer qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme il faut, qu'est-ce qu'on peut améliorer, où est-ce que j'ai manqué. Alors que lorsqu'on a un grand succès, on se tape dans le dos, on se félicite, on va prendre un coup et on fête, mais est-ce qu'on apprend vraiment? Alors, je pense que j'ai eu un parcours plein d'erreurs et tout plein d'apprentissage. C'est une question que j'adore poser à mes invités aussi. Quelles ont été leurs erreurs pour que moi-même et puis les personnes qui écoutent ce podcast puissent aussi quelque part apprendre, même si c'est encore différent quand on apprend des erreurs des autres et quand on apprend des siennes. L'erreur que j'ai faite et où je me suis dit, mais on me l'avait dit, ça fait un petit écho comme ça. Peut-être ça facilite la prise de conscience et au moment où ça arrive, ou peut-être on peut le voir arriver. En fait, une des choses que tu réalises, puis qu'on réalise tous à un moment donné dans notre vie, le plus tôt est le mieux, chanceuse, mais on réalise que on- c'est très difficile d'intégrer l'expérience de quelqu'un d'autre dans ce qu'on vit. Par contre, ce qui est relativement plus simple, c'est d'intégrer des pistes de connaissances et être capable de reconnaître que, ah, ça, les impacts
peut-être pas idéaux, ne seront peut-être pas positifs. Fait que si on est capable de faire ça, on est capable d'avancer. Fait que si tu me poses la question, c'est quoi ma plus grande réalisation d'une erreur? C'était pas vraiment une erreur, mais j'étais au début de ma carrière, j'avais trouvé une façon de faire. J'avais trouvé les clés du succès, les mécanismes avancés. Et j'utilisais ça de façon absolument répétitive. Ouais. Euh, et à un moment donné, je m'apercevais que ça fonctionnait de moins en moins. Euh, et avec des gens, ça fonctionnait, mais avec d'autres gens, ça fonctionnait pas. Et ce qui me manquait, c'était les outils de communication, puis les compétences cognitives pour prendre l'autre, pour L'adapter. adapter mon message, pour vraiment avoir et ce que j'ai appris à nommer, qui est une empathie, mais proactive. C'est-à-dire de vraiment se mettre dans les souliers de l'autre, mais avec un bagage de connaissances et d'idées pour aider l'autre. Parce que de l'empathie seule en vente, c'est pas utile. Il faut vraiment avoir une empathie qu'on peut mettre en pratique et auquel on peut transférer des pointeurs, des pistes, des connaissances. Ça rejoint en fait ton premier tips, la première clé que tu as donnée dès le départ, hein, avec vraiment cette volonté d'aller aider sincèrement les gens à qui on vend une solution. Et d'ailleurs, en fait, finalement, c'est ce qui fait qu'on n'a pas le sentiment de vendre. On a vraiment le sentiment de pouvoir aider, quoi. Et ensuite, ben, cette deuxième clé qui est oui, trouver la méthodologie, la méthode, l'appliquer, évidemment, c'est important, mais à un moment donné, c'est chouette de pouvoir retourner dans quelque chose de beaucoup plus organique, finalement, d'empathique, et d'adapter, en fait, cette méthode aux personnes qui sont accompagnées. Absolument. Quand on parle d'un point essentiel en vente qui est la compréhension de quel processus de prise de décision de quelqu'un, que ce soit pour acheter une paire de chaussures, acheter une maison, acheter un logiciel à plusieurs milliers, la prise de décision se fait toujours de la même façon. C'est qu'il y a un moment où on va avoir un stimuli, un message qui va venir nous chercher. Ouais. Et là, on va vouloir s'assurer que l'autre, le vendeur, la personne avec qui on va faire affaire, nous comprend d'une certaine façon et qu'on peut un peu lui faire confiance. Pas encore totalement. Après ça, on va vouloir s'assurer que l'objet qu'on veut acquérir est aligné avec ce qu'on veut faire, ce qu'on essaie de régler comme problème. Et après ça, on va évaluer les risques. Est-ce que ça coûte plus cher que ça va m'apporter de bénéfices? Est-ce que mon conjoint ou ma conjointe va être d'accord? Est-ce que ça va aider à changer tellement de choses chez moi que oh, trop difficile? Mais si tous ces risques-là sont mitigés, qu'est-ce qu'on fait? On prend des décision. Fait que si on comprend que c'est ça, ben pour l'ensemble de ton audience, des consultants, des indépendants qui sont là, c'est ce qu'il faut comprendre. Est-ce qu'on peut les rendre curieux? Puis après les rendre curieux, est-ce qu'on peut leur échanger puis permettre de savoir qu'est-ce qui les anime? Quels sont les problèmes ou les désirs que je peux t'aider à combler? Puis après, c'est de l'accompagnement, s'assurer qu'il y a un fit, s'assurer que ça fonctionne. Et après ça, c'est de mitiger les risques. La décision va être prise par le client après. Fait qu'on devient pas un vendeur, pas quelqu'un qui pousse, mais un accompagneur qui s'assoit à la table que l'acheteur. Et qu'ensemble, on essaie de trouver comment on va réussir à s'entendre pour permettre d'avoir la valeur que tu cherches. Une de mes phrases préférées, c'est la vente, c'est simple, mais c'est pas facile, c'est pas des synonymes. Simple et facile ne sont pas des synonymes. Mais c'est à la base très, très simple. Surtout à partir du moment où on sait effectivement exactement à qui on parle et de quoi est-ce qu'on est Oui, en train de parler, sur quoi on peut l'aider. Parce que c'est toujours les mêmes clés, c'est amusant parce que c'est vraiment systématiquement les mêmes problématiques. Euh, Moi, c'est vraiment sur ces premières étapes que je suis aussi en mesure d'accompagner les coachs qui se présentent comme coachs de vie, qui se présentent sur des choses, des propositions de valeurs qui n'en sont pas, d'ailleurs, des promesses qui sont très généralistes, des promesses qui n'en sont pas. Et plus on est flou et moins on est en capacité de savoir, d'entrer en empathie, c'est ce que tu dis en fait, entrer en empathie ouais, avec la personne qu'on est en capacité d'aider et ben oui. lui montrer qu'on va pouvoir l'amener à résoudre son problème. Mais l'étape numéro un, c'est que la personne, elle se sente rejointe, en fait, finalement. Ce qu'on fait de la vente, tout ça, c'est des interactions humaines. Si on n'utilise que de la mécanique,
Puis si on le fait comme un robot, c'est qu'on n'est pas capable justement d'établir ce rapport, d'entrer en relation. C'est un échange. Et si on ne prend pas compte de l'autre, ben on passe à côté de tout le potentiel. La bonne nouvelle, pour ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels dans le secteur de l'accompagnement. Ce podcast s'adresse aux indépendants, mais surtout aux professionnels de l'accompagnement, donc des coachs, des thérapeutes, des hypnothérapeutes, des sophrologues, des personnes qui souvent, c'est assez rigolo, mais ont plutôt une tendance à l'aversion pour la vente. Ils n'aiment pas les marketeurs, ils n'aiment pas les vendeurs. Et c'est rigolo parce qu'en fait, finalement, on n'est pas si loin les uns des autres au niveau de nos compétences. Et ce sont des personnes qui, justement, vous avez a priori toutes les qualités premières requises pour pouvoir eh bien, faire de belles ventes, en fait, et des belles ventes empathiques et pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. Absolument, c'est drôle que tu dises ça parce que, ben, premièrement, moi, je suis praticien en PNL, je suis aussi certifié en hypnothérapie, mais ce n'est pas du tout ça que je fais. Tu sais, je donne énormément de formations pour des ingénieurs, pour des informaticiens qui sont hyper rationnels ou des professionnels comme des comptables, qui sont hyper rationnels, nés de notre côté, du, du bon côté de la force, si on veut, mais des amener du côté de l'humain. Euh, Parce que c'est ça qui fait une différence. Fait que donc, ton audience, nous, ensemble, on fait partie du côté humain. Euh, L'émotion est importante. Il y a une lecture qui est formidable sur la négociation d'un auteur qui s'appelle Chris Voss. Et Chris Voss, le négociateur en chef pour les prises d'otages pour le FBI. OK? Et quand on m'a suggéré son ouvrage, je me suis dit, ça va être du rationnel. Ça va être des recettes. Même si le titre de son livre laissait présager à quelque chose de mieux, le titre du livre en anglais, malheureusement, c'est euh, je vais le traduire, c'est ne jamais euh, séparer la différence, ce qui nous différencie en deux, au risque de sa vie. En anglais, c'est never split even if your life depends on it. OK? Euh, alors, je pensais que ça serait de la mécanique et c'était plutôt d'aller chercher les raisons, les motivations profondes, le sentiment d'impuissance de la personne qui a pris des otages. Fait que Wow. si on peut l'aider avec ces émotions-là, on peut arriver à une conclusion qui est, pas, qui est au bénéfice de tout le monde, Wow. comme la vente. En fait, c'est de nouveau l'humain, l'émotion qui vient Ouais. primer et pas forcément la technique. Même si, Absolument. je pense que j'allais dire que j'ai ma question suivante, mais je trouve que c'est tellement intéressant ce sujet. Je veux dire, même si toute la partie théorie modélisation, donc recette secrète, Ouais, ouais. recette du succès, elle a quand même son importance quelque part parce qu'elle permet, je crois, d'observer le réel, d'analyser des situations avec un autre regard. Et en fait, je crois que la théorie, elle sert à ça. Elle sert d'abord à construire nos lunettes et ensuite on peut observer le réel en lâchant finalement cette théorie, ce support, cette recette, quoi. Je vais donner un exemple d'un sujet. Et moi, je forme énormément de ces gens-là, des gens hyper rationnels. Fait que j'essaie de le faire comprendre. Il y a des mécaniques, comme la mécanique de prise de décision, qui est vraiment un cheminement psychologique, mais l'amener à en faire quelque chose de plus abstrait dans l'émotion. Donc, par exemple, lorsque je parle du client idéal, OK, la notion de client idéal, qui c'est vraiment des attributs qui font en sorte que ce type de client-là va être un client avec lequel je vais avoir envie de travailler, avec lequel je vais avoir envie de vraiment me donner. Et là, une fois que j'ai le portrait type de cette personne-là, là, c'est beaucoup plus facile à retenir, à reconnaître, pardon, parce que Mhm. un filtre. Je me mets un filtre pour, je vais travailler avec ce genre de personne-là. Ça ne veut pas dire de ne pas travailler avec les autres, mais en travaillant avec les autres, on va tout de suite avoir différence entre, ça, c'est pas un client idéal, mais je vais faire attention à cet aspect-là. Je vais gérer ce là, etc. Donc, prendre une recette, Mhm. déterminer client idéal, mais l'adapter en fonction de ses valeurs, ses besoins, ses envies, ce qui font en sorte que l'échange va être le plus et efficace possible. Super tips aussi de l'appliquer sur la partie client idéal.
Est-ce que, André, tu peux nous donner, s'il te plaît, ta définition du succès? C'est une question que j'aime bien poser à mes invités parce que les clés du succès, c'est un peu galvaudé comme nom de podcast. Et à la fois, le succès, ben, finalement, il n'y a pas qu'une seule recette. Quelle est la tienne? Non. La recette du succès, pour moi, c'est pas une destination. C'est vraiment concrètement le chemin. Et si le chemin est agréable, si le chemin me permet, tu sais, j'ai acheté récemment ici en campagne une maison ancestrale, si le chemin me permet d'être ce que je veux être, si le chemin me permet de faire ce que j'ai envie de faire tous les jours, ben là, j'ai du succès. Et donc, c'est lié à plein de choses. Succès, il faut que je sois en santé physique et mentale. Pour avoir du succès, il faut que je fasse des activités, même certaines activités qui ne me plaisent pas sur le moment. Donc, les anglophones ont un delayed gratification, c'est-à-dire d'être capable de reconnaître, ça va nous aider. Fait que je travaille, mais ça va m'aider un peu plus tard. Et ça fait aussi partie du chemin. Je travaille, mais je sais que c'est dans l'objectif de faire quelque chose qui m'anime. Donc, pour moi, c'est tout ce chemin magnifique-là qui est la vie dans le fond. OK? J'ai des amis qui sont à l'âge de la retraite. Ils me demandent, André, quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Mais je dis, si toi, ta définition de la retraite, c'est d'arrêter de faire ce que tu fais pour faire ce que tu as. Ben moi, ça fait maintenant 25 ans que je suis à la retraite parce Joli. que je fais ce que j'aime tous les jours. Être heureux, c'est pas une destination, c'est quelque chose qu'on décide en ce moment pour soi. J'aime beaucoup cette définition du succès, en vrai. Elle est très jolie. Et j'aime ta définition de la retraite. J'y pense pas trop, moi encore, mais Ballon. effectivement, il y a ce côté, quand on fait ce qu'on aime, les gens sont toujours surpris, surtout quand on est indépendant, quand on est entrepreneur. On a Ben tendance à oui. pas compter ses heures. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et les gens se disent, Ben mais oui. tu travailles tout le temps. Mais il y a plein de zones de mon travail où j'ai pas l'impression de travailler. Ben, c'est Juste, je ça. prends beaucoup de plaisir, quoi. Ben, tu sais, les mythes de l'entrepreneur, c'est quoi? Ah, t'es ton propre patron. En vrai, t'es pas ton propre patron. C'est toi qui aides les clients. T'es là pour suivre tes clients. Fait que est-ce que tu es ton patron? Ben, c'est une façon de voir ça. Moi, je le vois pas comme ça. Est-ce que tu peux contrôler ton horaire? Mais j'ai mes meilleures idées dans la douche. Est-ce que je travaille quand je suis dans la douche? Absolument pas. On dit que les ions négatifs de l'eau me permettent de puis avoir des idées. Hey, je vais prendre des longues douches. Mais tu vois, c'est tout ce chemin-là qui est intéressant. Bref, J'avais mes désolé, meilleures désolé idées de. dans mon bain. Très intéressant, ça me fait rire. Je teste les bains, mais la douche, tu devrais voir les douches que j'ai à la maison ici, là. À chacun sa Euh, douche. Trouvez votre à douche, chacun les sa amis. douche. Absolument. Ouais. Fait que j'espère que ces définitions-là t'aident ou aident tes Ouais, auditeurs. elles me plaisent beaucoup. Ce que je retiens surtout, c'est vraiment le côté, euh, les clés du succès, enfin le succès, en tout cas la définition du succès, c'est pas forcément juste, ça y est, je suis arrivé, j'ai un objectif et ah, ça y est, j'en sais rien. Souvent, ça va être, le premier truc auquel on pense, je pense, c'est un numéro, un chiffre, de se dire, bon, ben, quand j'aurai atteint 1 million, 2 millions, 10 millions, ou même avant, quoi. Et en fait, tout ça, ça Ouais, peut être ce qu'on peut voir comme le succès. Mais finalement, ce que tu dis, c'est que, et surtout si tu as fait le million dès la première année, bah, très vite, tu as dû peut-être revoir aussi peut-être cette première définition du succès, ou en tout cas, tu as dû te poser la question assez rapidement dans ton parcours, quoi. absolument. Et quand j'ai décidé de commencer à accompagner les gens, à la fin de cette année-là, j'étais convaincu que maintenant, je connaissais le succès. Est-ce que j'avais un grand chiffre d'affaires? Pas du tout. Est-ce que je Ouais, faisais beaucoup de bénévolat, de trucs qui n'est pas payant? Absolument plein. J'en fais ok, encore beaucoup. Mais ok. c'est par plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter justement bah, ton parcours? Donc, tu as commencé à nous parler un peu aussi des obstacles que tu as pu rencontrer. Pour toi, quelle a été cette fameuse recette du succès? J'ai bien entendu que une des clés, c'est vouloir aider les gens, d'être vraiment dans cette empathie, sortir de la recette. Mais est-ce qu'on peut aller un peu plus précisément, je vais dire, pour ceux qui nous écoutent, pour leur donner des tips un peu plus précis? Je vais te parler de deux sujets. Le premier, les plus grands obstacles que tous tes entrepreneurs, tous tes gens, les gens ont, ils s'appellent croyances limitantes. OK? Ok. Les croyances limitantes sont vraiment tes plus grands obstacles. Les obstacles externes,
la situation économique, les élections, la montée de la droite, c'est des facteurs externes. Ouais. Ces facteurs-là, on n'a aucun impact sur ces facteurs-là, OK? Ou très, très peu. Elle est minime. Si on plus, bon, on s'engage dans des mouvements sociaux, puis on fait le travail. Mais autrement, si on dit, ah, je suis peut-être trop vieux pour faire ça. Ah, c'est euh, peut-être je ne ferai pas assez d'argent si je fais ça. Ah, ça, c'est un gros client. Ouf, comment, tu sais, je ne serais pas à l'aise avec un gros client. Ou, posteur que j'ai eu au début de ma carrière, ah, j'ai pas un PhD en psychologie. Donc, pourquoi est-ce que je suis en train de faire des études de communication, de psychologie, tout ça? C'est une croyance limitante. Mm. Alors, les plus grands obstacles, c'est les croyances limitantes. Puis le deuxième que je voulais te parler, parce que Ouais. pour ton audience, ça va être important. Si je dis à tout le monde qui nous écoute, connaît intimement, personnellement et de très, très, très près votre plus grand compétiteur, ça résonne comment à tes oreilles, Maureen? Que je le Votre plus connaisse grand si bien. compétiteur? Compétiteur, oui, Ok. Ben moi, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment. Je crois que la concurrence n'existe pas. Je pense qu'on est chacun positionné à des endroits différents. Du coup, mon plus grand compétiteur, puis le plus grand compétiteur de tout le monde ici, ouais. s'appelle le statu quo. Ok. C'est-à-dire que vos clients potentiels ont le choix de ne rien faire ou d'avancer. OK? Votre travail, c'est de les convaincre et de leur donner assez d'arguments pour qu'ils se convainquent eux-mêmes qu'ils ont des bonnes raisons d'avancer et d'aller. Donc, ça, en vente, quand j'explique ça aux gens que je coach ou que je forme, que, que, que- et ça leur racine dans la pertinence de ce qu'on fait. C'est pertinent. Si c'est pas pertinent, si c'est quelque chose d'intéressant, mais or, le client n'ira pas de l'avant. Fait que donc, essayez de toujours penser à cette heure-là. Comment est-ce que je peux passer par-dessus cette heure-là? Comment je peux le mettre sur une voie d'accotement? Le client ne pas penser à ce compétiteur-là. OK? Parce que le statu quo, D'accord. c'est aussi pour vous, croyance limitante. OK? Si Pourquoi vous une êtes, croyance parce limitante? ben, si vous êtes bien, OK? Si Ouais. vous êtes, puis j'utilise le mot content Ouais. de, dans son sens où vous sentez que, OK? Vous, vous- vous n'irez pas de l'avant. Vous ne ferez pas ce geste-là qui vous demande peut-être un petit effort. Vous ne ferez pas cet appel de plus-là pour trouver un nouveau client. Ou vous n'irez pas parler au président de cette entreprise que qu'est-ce qu'il va penser. Alors, Mm. toujours penser, votre plus grand compétiteur, c'est le statu quo, le vôtre Ok. et celui de votre client. Donc, si je résume, les croyances limitantes avec les facteurs externes sur lesquels on n'a pas de pouvoir d'action, j'ai presque même envie de revenir dessus et tu vas me dire si ça te parle, André. Mais je pense que effectivement, on n'a peut-être pas de moyens d'action sur les facteurs externes. En revanche, on est responsable de la façon dont on les perçoit et de la façon dont Absolument. l'histoire qu'on se raconte à leur sujet, quoi. Absolument. Et je suis entièrement d'accord avec toi. On n'a pas d'impact sur le facteur. On a juste que de l'impact sur notre réaction et, 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 et notre plan d'action vis-à-vis ce facteur externe-là. OK? Ouais. Moi, je viens d'une grande famille, euh, 6 enfants. Mon père était handicapé. On n'était pas riches. Les 6 enfants ont vu la situation différemment, ont perçu les difficultés différemment, ont réagi différemment et ont eu 6 vies. OK? Alors, c'était très tôt ma compréhension qu'un facteur externe avec lequel tu devais composer. De 2000%. J'ai une sœur Hein? jumelle, donc c'est aussi un bel exemple de. On est très très différentes et pourtant on a été élevées de la même façon en même temps. Enfin voilà, on est jumelles quoi. Donc, je vais pas faire un dessin. OK? Et Hein? c'est intéressant comment la perception même de grands événements dans notre vie qui peuvent être des éléments perturbateurs, un peu traumatisants, en fait n'est Mhm. pas du tout la même. On n'en a pas fait du tout la même chose. Enfin, c'est vraiment intéressant de voir comment on Absolument. est responsable. C'est très dev perso encore une fois, hein, Ouais. finalement. Ouais, très, très. En fait,
mot qui est malheureusement souvent ôté, notre responsabilité. OK? On est responsable de son succès. On est responsable de ses échecs, responsable de sa situation. Et c'est facile de dire, ben, je vais blâmer un facteur externe. Je pense que c'est ça, si tu regarderais une des recettes du succès, c'est de se sentir responsable et pas une victime. Non, tu es responsable. Mm. Tu es responsable de tout ce que tu fais. Fait que je veux pas. C'est c'est une de mes croyances, puis heureusement, elle n'est pas limitante. Elle est une croyance d'ouverture. Ouais. C'est un de mes grands mantras, des piliers, des fondamentaux aussi de ma façon de penser. Et Mhm. je crois que c'est vraiment très, très important. C'est une notion qui est très importante à comprendre, de je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Et responsable, ça ne veut pas dire coupable, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vient se tourner vers l'extérieur pour dire c'est la faute d'eux, ou que ce soit comme tu le dis dans le positif comme dans le négatif, en fait, dans le même ah non, mais c'est que j'ai eu de la chance, on m'a proposé de beaux contrats. Ça, c'est une forme Ah, de déresponsabilisation aussi. ouais. Et à chaque fois qu'on fait ça, en fait, on perd son pouvoir. Quand on dit c'est ma faute à 50% et 50% l'autre, on perd 50% de son pouvoir. Prendre son pouvoir. Absolument. Et donc, du coup, de possibilité de transformation, quoi. C'est une très belle notion qui peut être un peu au départ, les premières fois où on l'entend, peut-être un peu confrontante et Mm. pas évidente à entendre. Je me souviens que la première fois, moi j'avais 13 ans, c'était un ostéopathe qui a été un de mes mentors qui me l'a dit. Il m'a dit, tu es 100% responsable de tout ce qui t'arrive. Et je me souviens que ça a été, j'ai eu plusieurs étapes dans ce cheminement pour bien Mhm. intégrer cette notion. Mais vraiment, ça fait partie des clés, des pépites, je pense. Quand on parle de l'humain, ce qui nous différencie du monde animal, tu sais, il y a plein de différences, mais fondamentalement, ce qui nous différencie, c'est l'animal réagit, règle générale, à un stimuli et à une réponse. Ouais. Il a la capacité de réagir à un stimuli, prendre une pause, réfléchir et faire sa réponse. C'est un peu un OK? animal. Ben, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gens qui sont bêtes. C'est vrai. Il faut être très, très prudent sur la tendance qu'on a tu sais, souvent, moi, mes clients, ils me disent, ça va arriver souvent que je vais accompagner des clients dans des situations clients. Mais mes clients me disent, mais tu réagis tout de suite. Tu sais, on dirait là, que tu as toujours la bonne réponse, tout ça. Puis là, je dis, non, la bonne réponse, elle a pris 35 ans à se préparer. Oui, je suis capable de la dire en dedans d'une seconde, mais elle a Mhm. pris 35 ans à se préparer. Fait que donc, on apprend, nos apprentissages devraient faire en sorte que quand on a un stimuli, devrait être capable de réfléchir ou aller chercher quelque part dans son cerveau la réponse la plus appropriée. André, Voilà. est-ce que tu pourrais nous parler d'un conseil, je ne sais pas, quelque chose que tu aurais envie de dire à ton toi d'avant, un truc que tu as peut-être compris plus tardivement, plutôt en lien avec le succès dans ton entreprise, et si tu pouvais remonter dans le temps, tu lui donnerais un petit tips comme ça à ton toi d'avant. C'est faire confiance. Faire confiance, puis les deux mots se collent assez mal, mais faire confiance avec gratitude. Parce que la confiance, se faire confiance, c'est se permettre d'apprécier ce qu'on a. J'évalue une décision qui risque de me mettre dans une situation d'insécurité. Mhm. Il faut que je me fasse confiance parce que je suis quand même chanceux d'être où je suis, d'avoir les outils que j'ai pour être capable de vivre n'importe quelle de ces situations-là. Ouais. Fait que la confiance avec cette gratitude-là que j'ai un acquis, OK? Et je vais me débrouiller. Le vrai courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Le vrai courage, c'est de savoir dominer sa peur. Mhm. Mhm. Fait que si tu pars de là, ben la vraie confiance, c'est pas de courir devant tous les risques. La vraie confiance, c'est de dire je vais courir jusque-là, mais thank God, j'ai tous les outils pour de faire ce que je peux faire. Parfois, il y a un événement qu'on peut vivre sur le moment de façon très, très, très négative en se disant, mais c'est terrible. Et en fait, finalement, derrière, c'est un cadeau. Donc, faire attention à pas juger trop vite une situation ou des choses qui nous arrivent, qui peuvent paraître des échecs ou qui peuvent paraître
une mauvaise nouvelle. Et en fait, finalement, il y a des cadeaux énormes derrière. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu le dis, Ben, mais... en fait, je ne sais pas s'il y a un discours que Steve Jobs a prononcé devant des finissants d'université Mhm. il disait, il va vous arriver plein d'événements dans la vie. C'est très difficile de les prévoir, le chemin que vous allez prendre. Mais quand vous regardez derrière, vous allez voir que toutes les connexions entre les choses qui vous arrivent sont là. Et faire le lien entre ces choses-là, négatives, positives, va vous expliquer le chemin où vous êtes rendu. Mais le faire par en avant, c'est très difficile. Donc, faites-vous confiance, Mhm. équipez-vous le mieux que vous pouvez Mhm. pour être capable de, de, de faire face à tous ces défis-là. Encore dev perso, on y revient. Je pense qu'on prêche beaucoup de convaincus peut-être parmi ceux qui nous écoutent parce qu'il y a beaucoup de personnes, d'indépendants qui sont dans ce secteur, encore une fois. Ouais. Euh, et donc, en fait, finalement, ce sont toutes les soft skills qui vont leur permettre d'améliorer leur vente. Est-ce que dans la partie plus stratégique, tu crois qu'il y a des choses, un bon choix que tu as fait en termes de stratégie qui t'a permis d'atteindre ce fameux million? Comment ça s'est Ouais. passé en fait pour toi? Ça s'est passé à travers un mélange de persévérance, d'être convaincu que je pouvais aider Ok. euh, et d'éliminer une croyance limitante. En fait, dans la façon que ça s'est passé, c'est j'entre dans un concessionnaire automobile de marque Toyota, pour ne pas le nommer, et je parle au président assez rapidement parce que c'était des petits concessionnaires, puis c'était facile d'avoir accès. Je parle au Ouais. président, puis on parle d'informatique, puis qu'une concession doit être équipée pour pouvoir gérer le service, gérer les pièces, gérer la comptabilité, les contrats, etc. Puis il me dit, ben oui, on a ça, mais c'est archaïque. On est en train de changer de nouveau système, mais la décision va être prise par Toyota à Toronto. Ok. Et là, c'était comme ouf, gros truc. Fait que ma jeunesse aidant, bon, ben, à qui je peux parler à Toyota à Je vais à Toronto? Toronto. Et j'ai fait le travail. On a eu faire une présentation devant le. Ben, en fait, il y avait un comité de sélection de concessionnaires à travers le Canada. Et dans le fond de la pièce, il y avait des Japonais qui étaient à la tête de Toyota Canada, qui Ok. étaient impassibles, qui étaient. On s'est juste fait dire que la proposition qu'on faisait était retenue, mais il fallait négocier avec la haute direction, donc Ok. les Japonais. Et j'ai eu la chance de qui avait déjà travaillé avec des Japonais. Et leur technique de négociation dans le temps, c'était l'intimidation de être. Et ensemble, à un moment donné, ils étaient comme 6 dans la pièce. À un moment donné, aucun signe levé et ils sont partis. Et mon mentor qui était avec moi me dit, fait que là, moi, je panique, littéralement. On est dans une pièce, je panique. Et mon mentor me dit, André, calme-toi, c'est une tactique. Là, eux s'en vont prendre un thé, ils s'en vont fumer, ils s'en vont se raconter des blagues, ils vont retourner des appels, ils vont nous faire poireauter ici pendant une heure et demie, en espérant que notre avion pour retourner à Montréal, on est sur le point de manquer. Et non, ils vont nous dire, c'est à prendre ou à laisser. OK? C'est leur technique. Puis là, mon mentor me dit, ah, bonne blague. Et on a commencé à se raconter des blagues. Et quand les Japonais sont revenus, trois quarts d'heure plus tard, Vous on étiez était en train de détendus. rigoler. Et assez bizarrement, il y avait des grands yeux incrédules qu'on soit en train de rigoler. Tu sais, ils pensaient qu'on était en train de suer à grosses gouttes, de trembler. Euh, et là, ils nous ont demandé, est-ce que l'offre que vous nous faites, c'est votre dernière offre? On a dit, ben, vous nous avez dit que ça représentait la que vous souhaitez. On est capable de le faire et on a envie de travailler avec vous. Alors oui, c'est notre dernière offre. Et ils ont accepté. Fait que c'était une belle aventure, mais et un bel apprentissage. Ok. Fait que c'était un peu ça la première vente de 1,2 million. Un petit Waouh. un petit en haut de 2 millions. Une bonne dose d'audace. J'ai quand même entendu le mot mentor plein de fois. Donc, j'ai l'impression que tu Ouais. étais accompagné. Et ça, je crois que ça peut faire peut-être partie des clés un peu de la recette du succès aussi, hein.
Absolument, absolument. Savoir s'entourer, savoir à qui on peut poser une question, puis des questions dont, où on se met à risque. Tu sais, euh, au début de ma carrière d'accompagnateur, j'accompagnais souvent des vice-présidents en vente qui se sentaient seuls parce que tu peux pas parler de tes faiblesses au président de la compagnie. Tu peux pas les partager, oh Dieu non, avec tes employés. Avec qui tu peux en parler? Fait que tu as besoin d'avoir quelqu'un que Ouais. tu fais confiance. Fait que si je peux vous donner un conseil, c'est dans notre cercle d'amis, dans notre cercle de connaissances, on a qui ont eu des expériences peut-être différentes, mais qui ont eu des expériences. Quand vous êtes au lunch, quand vous êtes en train de prendre un... Ça, c'est des sujets à parler. Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Comment, tu sais, j'ai cette situation-là, puis je suis un peu bloqué. Quelle idée tu aurais? Ou plus formellement, travailler avec un coach. Ouais. Tu sais, on offre, quand on connaît, et j'ai moi-même un coach, mais quand on connaît la valeur qu'a un coach pour ses clients, parce que c'est ce qu'on a, on devrait normalement se regarder dans le miroir et dire, oui, mais moi, est-ce que j'ai un coach? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un, moi, qui peut m'aider? Mais c'est une certitude. C'est quelque chose qui simplement à chaque fois me rend assez dubitative. La capacité des professionnels de l'accompagnement à ne pas se faire accompagner. Heureusement, c'est pas le cas de tous, hein. Mais il y en a quand Non. même beaucoup où je me dis, mais mince, Ouais. spécialiste aussi du marketing et je me fais accompagner en marketing. Mais vraiment, j'ai toujours des mentors qui sont quelques étages au-dessus de moi là pour me montrer le chemin, quoi. Enfin, toujours, ouais, si, quasiment. Je vous fais une mise en garde, malheureusement. C'est triste un peu, mais malheureusement, tu sais, si par exemple vous avez de la difficulté à trouver des nouveaux clients, ben parlez à des gens qui ont cette facilité-là. Ne demandez pas conseil aux gens qui ont les mêmes difficultés que vous. Demandez Bien sûr. des conseils aux gens qui ont des idées ou des idées différentes et accueillez-les avec ouverture. Ouais. Ou Est-ce que, écoutez tu ce sais, fameux podcast Les clés du succès avec des invités chaque semaine, comme c'est le cas d'André. Non, mais en vrai, c'est vraiment c'est le pourquoi de ce podcast, c'est se dire comment ceux qui ont déjà fait le chemin peuvent parler de leur chemin pour inspirer ceux qui sont sur le chemin, même si on l'est tous fondamentalement, mais en tout cas, ben ouais. qui sont aux étapes d'avant à se demander comment développer leur clientèle, comment développer leur Ouais. visibilité. Et parce que ton audience est vraiment dans le côté humain, des fois, on a besoin d'aller faire des lectures qui sont, ou aller chercher des sujets sur lesquels on est moins à l'aise, mais il faut les comprendre aussi parce qu'ils font partie de notre... On est dans un business, OK? C'est un business. Fait qu'il faut comprendre il y a certaines mécaniques aussi dans la business. Fait qu'il faut les comprendre, ces choses-là. Si je prêche pour ma paroisse, ben, faut que tu comprennes les mécanismes de vente. Il faut que tu comprennes c'est quoi les. Tantôt, tu parlais des compétences. Le livre que j'ai écrit, dans le fond, c'est quoi les 10 compétences essentielles à connaître en vente et comment les améliorer. Ouais, Euh, j'ai inscrit 10 compétences, mais tu sais, c'est quand même assez générique. Mais l'idée, c'est comment je peux. Un des trucs que j'ai fait, c'est disponible sur le web, c'est une auto-évaluation de ces 10 compétences-là. ouais, C'est que si on s'auto-évalue, puis on est capable de dire, ah, tu sais, par exemple, j'ai de la difficulté à entrer en relation. On va prendre une scène qu'on a déjà discutée. J'ai de la ouais, difficulté d'entrer en relation. Ça s'apprend. Tu sais, il y a plein de lectures, il y a plein de sites web, il y a plein de YouTube, il y a plein de trucs. ouais, On peut apprendre à être meilleur pour entrer en relation. Puis, tu sais, ça peut être des compétences plus pointues, comme par exemple connaître le jargon des affaires. Tu sais, si vous parlez à des vice-présidents finances ou des contrôleurs ou des gestionnaires et vous ne comprenez pas leur langage, ouais, c'est clair. Là, vous c'est même manquez une un point réflexion qui est important. possible. Ouais, bien Tu sûr. sais, mais et encore là, ça s'améliore. Dire que on n'est pas bon dans le langage financier, pour certains genres de clients, ben ça, c'est une façon négative de réagir à un facteur, une croyance limitante. Ben, ma première étape, c'est de le savoir. Ouais. Fait qu'une fois qu'on le sait, on peut décider, si on décide de ne pas agir, ben, on décide de ne pas agir. Mais c'est notre responsabilité. Et donc, pour découvrir les compétences qui vous manquent pour la vente et pour découvrir ces fameuses 10 compétences, eh bien, vous pouvez aller faire le questionnaire de André. Comment est-ce qu'on accède à ce questionnaire, du coup?
Ah, d'autres ben, applications? je te ferai parvenir un lien pour aller avoir accès au questionnaire. Puis Ok, je le sinon, mettrai en lien. si tu me permets, parce que je suis vendeur, Ah ben oui, c'est une bonne idée. apprenez à démystifier et maîtriser la vente. Mm. Le livre est disponible sur Amazon FR ou Amazon. C'est sûr qui va vous aider à bâtir ces compétences-là. Au départ, à en prendre connaissance, mais à bâtir ces compétences-là pour que vous vous sentiez plus maître de votre destin. Fait que ça s'adresse. Le premier titre que j'avais en tête, c'était La vente pour des non-vendeurs. Puis, on m'a déconseillé ce titre-là. J'ai pris le conseil, puis je l'ai adapté à démystifier et maîtriser la vente. Eh ben, merci beaucoup, André, pour cette super interview. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps d'écouter cette interview. N'hésitez pas à aller retrouver André Lavigne avec son livre, du coup, sur les réseaux sociaux aussi. Je sais qu'il est disponible sur LinkedIn. Donc, et puis, Ouais. je mettrai les différents liens autour de la vidéo. Voilà, que ce soit si vous écoutez sur YouTube ou sur les différentes plateformes d'écoute du podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram avec arrobase les clés du succès et bien le podcast, Les Clés du Succès, le podcast, pardon. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Maureen, Merci André. à tout le monde. Vous l'avez compris, il n'existe pas une, mais des clés du succès. Chaque parcours est unique, mais les fondations restent les mêmes. Découvrez-les gratuitement sur lesclésdusuccès.fr. Et on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles sources d'inspiration. C'était Maureen Béillard sur LCS.